Pour ceux qui ne sont pas positionnés dans une attitude un peu béatifiante par rapport à leur gouvernement ou à leur système dans lequel ils vivent, vous vous êtes sans doute posé la question de pourquoi les médias relayent un discours unique, et on le voit clairement, des, des- des discours qui sont répétés en boucle d'une chaîne à l'autre, d'un média à l'autre, presque invariablement. Alors que ce sont des choses dont on se moque en ce qui concerne l'époque soviétique, ou qu'on se moque en ce qui pourrait concerner la Chine ou d'autres pays, et qui ne dérange pas la société dans laquelle on se trouve, qui voit et qui va de média en média pour trouver la même chose, mais qui ne se pose pas plus de questions que ça. Mais par contre, on a plein de gens qui sont prompts à dire que ailleurs, la Corée du Nord, il y a une censure totale, etc. Et qui font avec cette réalité, d'où encore on parle souvent de dissonance cognitive. Donc, pourquoi, ceux qui ont pu remarquer ça, pourquoi cette situation est comme ça? Alors, je vais vous parler de la cooptation de Bourdieu. C'est très difficile de dire aujourd'hui qu'on aurait de la part des dirigeants, qu'on aurait de la part des multinationales, qu'on aurait une entente globale qui se passerait où les gens se diraient toi tu dis ça, toi tu dis ça, toi tu dis ça. D'une part, c'est très complexe et en réalité, il y a peu de systèmes où on peut arriver à ce genre de choses, vraiment, sauf dans un état de terreur centralisé ou avec un organe ou un parti fort comme on pouvait trouver sous le régime nazi ou à l'époque du stalinisme. Stalinisme, voilà, j'y suis arrivé. Et donc, sinon, ben, ça se passe un peu autrement. Ça se passe par des mécanismes de reproduction de pouvoir, d'entente. C'est ce que Bourdieu qualifie de cooptation. C'est-à-dire que on a installé un système dirigeant qui se reproduit par des systèmes éducatifs élitistes qui vont dans des grandes écoles ensemble, qui habitent à proximité également. Donc on a une cooptation qui se fait par la géographie et par le milieu, par la proximité de valeurs, des gens qui appartiennent au même milieu, qui vont se comprendre quand ils parlent, qui vont avoir les mêmes codes, qui vont se fréquenter entre eux, et ainsi de suite. Et on a cette formation d'une élite qui est présente depuis le 19e siècle, qui entretient et qui reproduit ses privilèges, qui forme le discours qui l'arrange au niveau économique, au niveau, c'était avant au niveau des États-nations, et puis ensuite il y a eu une symbiose au niveau de tous les pays occidentaux, et donc on va retrouver, alors en plus dans ces pays occidentaux, on a eu une même mise au moment de la formation des organisations internationales telles que la Société des Nations dans les années 20 et puis de l'ONU. Ils ont pris les postes clés, c'est-à-dire qu'ils ont nommé les personnes où ils ont surreprésenté, où ils ont été surreprésentés, et ils ont laissé peu de place, et on le voit au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est formé un peu après la Deuxième Guerre mondiale, où on va retrouver la Chine, on va vraiment retrouver les plus grands pays de cette époque-là, mais qui est dominé de manière générale par quand même l'Occident avec les États-Unis. Ils ont 3 sièges sur les 5, donc les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Et à partir de là, on a le même système qui se reproduit au niveau du FMI et au niveau de la Banque mondiale, de l'OMS, enfin de toutes les organisations que vous pouvez trouver. Et donc, on a cette majorité pensante qui fait la pensée, qui construit la pensée et qui normalise. Et à côté de ça, les personnes qui viendraient avec un discours différent auraient du mal à exister. Et ça a duré pendant longtemps dans toutes les organisations internationales. Et c'est un phénomène qui a mis du temps à pouvoir être remis en question. Et donc voilà, et qu'on retrouve aussi au niveau des médias, bien évidemment, c'est-à-dire cette cooptation des médias qui, d'une part, le système médiatique est fait d'une manière très binaire, c'est-à-dire ça intéresse ou ça intéresse pas. Et les financements sont liés à ça, tu intéresses ou tu intéresses pas. C'est lié à l'audimat, c'est lié à ben voilà, ces gens, ces panels de gens, ces échantillons de gens qui vont appuyer sur un petit bouton pour dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, et donc ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Donc l'info déjà elle est très binaire, elle fonctionne en fonction de l'intérêt, donc ça dépend des valeurs sociales, ça dépend de la manière dont on s'agite ou on fait du sensationnel derrière l'écran pour intéresser les gens,
Et du coup, ça facilite pas une pensée construite, une pensée dans laquelle on prend le temps de réfléchir, avec des choses qui sont bien structurées. Il n'empêche qu'il y a des documentaires, bien sûr, qui peuvent être intéressants, mais qui passent plus tard. Et donc, ça explique un petit peu la répartition de l'information dans les médias par rapport à cette audience, cette manière de présenter les choses, toujours pour capter l'audimat, et qui, en fait, c'est pas le savoir qui se construit pour être utile aux gens et pour être réutilisé par les gens, c'est une espèce de société du loisir, c'est une masse, une conscience de masse du loisir qui détermine, qui fait sa loi sur la connaissance. Et ça, bon, mais c'est déjà une première chose. Ensuite, eh bien, c'est pareil dans les écoles de journalisme, les fréquentations, la cooptation se passent de la même manière. Il y a des réseaux de pouvoir qui nomment les gens à la tête des médias. Les médias, petit à petit, en plus, ont été rachetés par les multinationales et donc on a des grands conglomérats qui possèdent les médias et donc forcément, alors qu'ils disent qu'ils sont indépendants, et bien dans les faits, on le voit, hein, des chaînes comme chez CNews, bon, on a déjà, voilà, on a déjà tout ce panel-là. Et à côté de ça, eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on voit une chaîne radio comme France Inter a été remplacée, on va dire, par des médias de droite et puis ben, des médias qui représentent le capital, le néolibéralisme, le nouvel ordre mondial. Il y a plein de manières de qualifier ça. Il y a un auteur dont je ne me rappelle plus le nom qui dit, je crois que c'est John Lowe, mais je ne suis pas sûr, qui dit One World World, c'est-à-dire le monde du monde unique. Et c'est petit à petit, ce monde occidental et toutes ses valeurs s'est répandu sur toute la planète et a constitué un monde unique qu'il a. Et c'est très dystopique, hein. C'est vraiment à la Orwell en réalité, mais sans qu'on s'en rende compte et on est baigné là-dedans. Et puis, moi, c'est marrant toujours les gens qui viennent me dire oui, on va dériver vers quelque chose de dystopique et orwellien, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis un moment. On est dans le One World, un monde imposé unique avec des valeurs uniques qu'on impose comme universelles, alors que c'est contraire même à l'esprit humain, cette universalité, puisqu'elle ne correspond pas à plein de contextes et donc qui donne des privilèges aux uns, mais qui prive les autres de pouvoir accéder à ces privilèges ou à ces codes. En fait, voilà, tout ça, c'est quand même un autre sujet. Et donc, sur la cooptation des médias, elle s'est faite comme ça petit à petit. Et puis, ben, même, il y a eu des grands remplacements dans les gens. Maintenant, on utilise beaucoup ce terme grand remplacement, mais quelque part, ça évoque bien l'idée de. Alors qu'on ne devrait pas reprendre ce terme, c'est un terme qui est issu de la droite, de Pégida, de tous ces auteurs d'extrême droite. Donc, je vais le remplacer parce que je sais que Guillaume Meurice l'utilise aussi, mais quelque part, je pense que c'est un terme dont il faut se défaire aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un shift dans ou une invasion en tout cas des valeurs néolibérales et de l'ordre mondial et du nouvel ordre mondial dans les médias et donc même les médias publics qui étaient censés représenter plus la science, plus alors je dis pas la neutralité parce qu'il n'y a pas de neutralité, mais en tout cas quelque chose de construit au niveau intellectuel, quelque chose de plus raisonné, de plus réfléchi, de plus profond. Et donc tout ça envahit même ce genre de médias où on le voit maintenant, les émissions sur France Inter sont des émissions très lissées, c'est presque cuisine, couture et bricolage et jardinage. Enfin, c'est très schématique ce que je fais, mais c'est très lisse, en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière tout ce qui se fait, ou alors on est vraiment dans une réflexion très normalisée. C'est blanc, noir ou noir-blanc, et puis voilà, il n'y a pas de nuance. Et puis, bah, et même pour des chaînes qui pourraient rester indépendantes, alors je sais pas pour France 2 parce que j'ai pas la télé, pour moi ils ont mal couvert Gaza, c'était évident, mais même des médias comme France 2, on se dit que par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire un peu cette binarité du système médiatique, toujours pour faire des vues, c'est pas, ça date pas des réseaux sociaux, l'idée de faire des vues, de faire du sensationnel, etc. Donc quelque part, on s'inscrit toujours dans ce que
Vous savez, ça c'est une théorie de commerce aussi. Un commerce, ou du moins une entreprise, va avoir sans doute plus de chances de vendre si elle se met à côté d'un autre commerce qui fait la même chose qu'elle. Parce qu'en fait, on a l'offre finalement commerciale, alors c'est exactement la même chose, où elle propose des choses un peu dans le même champ. Et donc, on a une offre commerciale identique qui va faire que les clients vont repérer que c'est là et puis ils vont pouvoir comparer, faire leur choix, etc. Et puis après, c'est au magasin ou à l'usine de faire ses avantages et de proposer ses prix, ses réductions, etc. Et donc, on est à peu près dans ça, c'est-à-dire qu'on va toujours faire ce que fait l'autre parce que l'autre fait des vues et puis on a cet esclavagisme de la vue, on est lié pieds et poings liés aux vues et donc à ce voyeurisme et cette imposition en tout cas, alors pas voyeurisme, là j'utilise pas le bon terme, en tout cas cette exigence de faire des vues et qui fait qu'on va être, on va vouloir faire du sensationnalisme et se faire remarquer par là. Donc voilà, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi les médias sont comme ça à l'heure actuelle, mais évidemment ce ne sont pas des raisons officielles parce qu'on est sur des questions de jeu de pouvoir, d'influence et que les gens vont peut-être se donner des instructions par derrière, mais on ne pourra jamais avoir accès à ça, mais on ne peut que le déduire en tout cas par les fréquentations et on peut le déduire de, alors bien sûr il y a des papers qui sortent des fois, des Panama Papers, etc., etc., des vidéos qui sortent et qui fuitent, etc. Donc des leakings qu'on a eu droit aussi avec l'autre, parce que les papers c'est un tel et l'autre et les leaks c'était un autre. Les leaks c'est des fuites en anglais. Et, euh, et donc voilà, mais sinon on peut avoir que de la déduction par rapport à leur comportement, par rapport à ce qu'ils produisent, les effets en fait, il faut toujours regarder les effets d'une situation, l'origine d'une situation, qui l'a fait et quels sont les effets. Et donc voilà, ce qui explique le fonctionnement du journalisme à l'heure actuelle. Merci de m'avoir suivi. Et puis n'hésitez pas à partager aussi un peu pour donner un peu de vue à mes vidéos et que je ne les fasse pas pour rien, quoi, en fait, hein. C'est quand même aussi agréable de pouvoir avoir un impact là-dessus. Là, je réponds aussi un peu à Francis sur l'idée de... Moi, en fait, dans mes vidéos, j'appelle absolument pas ni à la révolte populaire. Pour moi, c'est pas mon but. Je trouve que ça crée toujours du désordre pour rien. Mais par contre, nommer les choses aujourd'hui, c'est quelque chose de très important parce qu'on entretient un flou sur les choses. On n'ose pas aller nommer les choses pour les dire. Mais du coup, ça entretient ces zones d'ombre où prospèrent tous les bandits, tous les voyous finalement. Et les plus grands bandits sont ceux-là, ce sont ceux qui ont les pouvoirs aujourd'hui et qui détruisent la planète, qui exploitent des pays. Et donc, nommer les choses, c'est les faire sortir de l'ombre. C'est dire, eh bien voilà, voilà ce que fait le système monde. Et ce système monde, c'est l'ordre mondial, certains l'appellent le nouvel ordre mondial. Auparavant, c'était l'empire du chaos, l'impérialisme, néo-impérialisme. Voilà, il y a plein de noms parce qu'il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir nommer les choses et puis de dire que, grosso modo, le système monde à l'heure actuelle, c'est l'Occident qui est à la manœuvre derrière, puisque ce sont toujours ces classes de pouvoir qui sont derrière ça, qu'on a une population qui est aussi, en partie en tout cas, embrigadée là-dedans, qui y trouve une certaine flatterie pour soi-même, une certaine valeur pour soi-même, alors qu'ils y gagnent rien en fait, ou pas tellement plus. Si, un niveau de vie qui est quand même meilleur, mais qui en tout cas va se dégrader puisque ce système-là met en péril l'ensemble de la planète et la durabilité, et donc on va tous se retrouver à la même enseigne. Et d'ailleurs, quand on va tous s'y retrouver, ces riches-là, dans les pays riches, ne vont pas hésiter à s'en prendre à leur propre population pour toujours maintenir leurs privilèges. Et donc, ils ne le réalisent pas encore, mais ça va leur arriver très certainement bientôt. Voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. À bientôt.